Ok, bienvenue dans ce module technique de communication. L'idée pour moi dans ce module-là, c'est de vous présenter toutes les techniques qui vont vous permettre d'être plus efficace dans votre animation terrain. Je dis assez souvent, l'idée c'est pas forcément d'avoir qu'une séance hyper bien construite. Si derrière on ne sait pas l'animer, si on ne sait pas communiquer avec ses joueurs, pour moi ça va être compliqué de pouvoir optimiser le potentiel de chacun. Ok, donc là, pour le moment, de ce que je vous présente, on va se concentrer sur les enjeux et les fondamentaux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste dans cette séquence-là d'une dizaine de minutes. Ok, l'objectif, cultiver des relations positives et productives dans le rugby, les clés de la réussite pour fidéliser les joueurs, qui va être un point essentiel dans notre rôle et notre capacité à avoir ces compétences-là de communication. La maîtrise n'est pas un don, c'est le fruit d'un processus, c'est une sorte de mantra que je ne cesse de me répéter et qui vont ouvrir le bal de beaucoup de modules que je souhaite vous présenter. Alors, ce qui me vient à l'idée ici, c'est que le sport, le rugby, c'est pas seulement une question de passe, de plaquage, de phase de jeu, comme on a pu voir jusqu'à présent, d'analyser, d'avoir des phases d'apprentissage, tout un tas de processus. Ça va un petit peu plus loin que ça. Ok, et à travers ces connexions humaines, cette confiance, cette cohésion d'équipe. Comme vous, en tant que joueur, vous avez pu le vivre très certainement. Deux statistiques qui retiennent mon attention. Plus de 70% des joueurs débutants attribuent leur passion pour le rugby dans le fait de jouer en équipe. D'accord? Dans le fait d'avoir des relations avec ses copains. 60% des joueurs considèrent les entraîneurs et les coéquipiers comme des modèles. Ces relations positives avec les éducateurs vont là aussi renforcer le développement personnel du joueur. Hop là. Ainsi, former les éducateurs de rugby à 15 à comprendre et gérer les problèmes affectifs relationnels chez les joueurs en utilisant des approches basées sur techniques de communication va être d'autant plus fondamental puisque les pères ils sont là pour ça. Et j'ai même envie de vous dire, c'est ce qui va les faire rester, continuer tout au long de leur vie, bien entendu. Même si après il y aura d'autres paramètres qui vont être pris en compte. Voilà, c'est très bien écrit par Pauline Gargomard. Et ça, pour moi, c'est important à le prendre en compte, à l'avoir en tête. À partir du moment où on rentre dans une école de rugby, voilà. Eux, leur but du jeu, c'est de jouer, justement. Ok? Et nous, on ne doit pas être un frein à travers ça. Alors, les enjeux, le contexte. Je vais faire un petit point de contexte par rapport à l'arrêt du rugby. Ok? Les grands stops. Pourquoi les joueurs aujourd'hui vont arrêter de jouer? Il y a 5 points qui ont relevé mon attention là aussi. Les blessures, comme on le voit ici, 45% de jeunes joueurs citent la peur des blessures, c'était en Nouvelle-Zélande. La pression académique, selon une étude à Stanford, abandonne le rugby à cause de cette pression-là. Le manque de temps, bien entendu, 25% des jeunes joueurs ont déclaré manquer de temps. Pour diverses raisons, bien sûr, c'est les études qui nous mènent en premier. Et là, le manque de plaisir et la mauvaise expérience, ça pour moi, ça va être des choses sur lesquelles on va pouvoir agir dès le plus jeune âge. Ok, 40% des jeunes ont mentionné le manque de plaisir comme raison d'arrêter un sport. 40%. Et 20% des jeunes joueurs ont quitté le rugby en raison d'expériences carrément négatives avec leur entraîneur et le coéquipier. Et c'est là le point de vigilance que nous devons avoir, nous, en tant qu'éducateurs. D'où l'idée de se former dans notre communication. D'où l'idée de ce module-là, justement. Quelques petites citations, deux petites citations qui me paraissent plutôt très pertinentes à travers les valeurs, la transmission, l'appartenance, d'accord, les efforts partagés, l'union, bien plus important que des victoires et des défaites au final. Alors, un premier, on continue sur les enjeux et le contexte, l'attention. Voilà, c'est souvent quelque chose qu'on va répéter au sein des écoles de rugby. Soyez concentrés, soyez attentifs, et patati et patata. Ok, pour moi, à partir du moment où on commence à te dire soyez attentifs, soyez concentrés, déjà c'est qu'il y a quelque chose, hop, il y a un voyant sur notre tableau de bord qui s'est allumé. D'accord, ils ont eu des comportements effectivement qui ne sont pas en cohérence avec ce qu'on souhaiterait avoir. Ok, mais à partir du moment où on commence à dire soyez attentifs, soyez concentrés, hop, je me dis, on a raté quelque chose. J'ai raté quelque chose. Ok.
Sachant que l'attention, là, une petite vidéo de Sabercan, les vidéos, je vous laisserai les regarder, bien entendu, il suffira juste de cliquer sur le lien. Il faut savoir que la connaissance échangée est proportionnelle à l'attention multipliée par le temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un entraînement d'1h30 avec ces joueurs-là. Si durant cette heure et demie, ils sont concentrés que pendant 10% du temps, on va dire ils sont concentrés 15 minutes, en fait, à la fin du mois, même si vous êtes entraîné 4 fois, ça pourrait dire, ils sont entraînés 4 fois et donc ils ont fait 3 ans d'entraînement, mais la réalité, c'est que le temps réel de connaissance qu'ils ont pu prendre, il est peut-être de 30 minutes, au final. Pour ça, des fois, on se dit, je comprends pas, ça fait 6 fois, ça fait 6 entraînements qu'on fait sur le plaquage, sur les règles du jeu, ils ont toujours pas compris. Oui, certes, ça fait 6 entraînements, certes, ça fait 9 heures qu'on s'entraîne dessus, mais ça se trouve, l'attention qu'ils ont mis était très faible. Ok. Et quand on dit que c'est proportionnel, ben, si jamais, pendant 1 heure, je fais de l'anglais, mais que j'avais attention 0, ben, 1 heure fois 0, ça fait donc 0. Tout simplement. Donc l'idée, là, comme c'est écrit ici, l'attention, c'est d'abord ce qui nous permet d'être reliés à nos sens. Donc, nous, on va être là pour stimuler leurs sens, et on va être là pour qu'ils jouent, puisque c'est leur but c'est leur travail. La discipline maintenant. Soyez disciplinés, mettez-vous au rang, mettez-vous dans les plots. Je comprends pas aujourd'hui, ils sont complètement dissipés. C'est quoi cette histoire? Donc voilà, donc sur la discipline, il y a ce qu'on appelle aussi la discipline positive. Moi qui me paraît assez intéressant, déjà c'est une piste de recherche aussi, sur laquelle je vous invite. Donc la discipline, c'est un phénomène qui émerge naturellement quand tu fais quelque chose que tu aimes et que tu es engagé dans ce que tu fais. Souvent les gens abordent la discipline, voilà, à l'envers. Ils pensent d'abord qu'il faut être discipliné pour réussir. Alors que fondamentalement, il faut plutôt faire ce qu'on aime pour ensuite avoir une discipline là-dessus. Jimi Hendrix, qui est un grand guitariste, qui devait passer des heures à faire de la guitare, parce qu'il paraît, il avait même les doigts qui saignaient, tellement qu'il grattait sur les cordes. On pourrait très bien se dire, moi qui aime pas la guitare, putain, mais c'est une corvée. Mais moi, ça serait dur de me mettre. Mais c'est quoi cette discipline de fou qu'il avait? Mais non, parce que lui, c'était une véritable passion. Pour lui, voilà, tellement il était passionné, pour lui, il voyait pas ça comme un travail, en fait. Donc ça paraissait hyper simple. Ok. Là, on le voit aussi avec cette phrase-là. La discipline, c'est un truc qui a été inventé par les gourous du développement personnel. Pourquoi? Ils sont allés étudier plein de mecs qui ont réussi. Et souvent, ces mecs-là donnent l'impression d'être disciplinés. Ça rejoint Jimi Hendrix. Mais je suis sûr que même vous, vous avez dû réussir en tant que joueur pro, donc forcément, il y a des choses que vous avez dû répéter X fois. Mais pourquoi? Mais parce que c'était simple, en fait. C'était simple pour vous. Pourquoi? Parce que vous aimiez ça. Donc ça donne l'impression d'être discipliné, alors qu'en fait, ils font juste ça par passion. Et après, derrière, oui, il va y avoir une discipline pour ensuite acquérir de nouvelles compétences et tout ça. Mais souvent, on prend le cheminement à l'inverse, notamment chez les jeunes. Vous voyez? Non. D'abord, aimez ce que vous faites, on va vous donner des choses que vous allez aimer, et ensuite, plus tard, vous allez pouvoir vous discipliner pour faire d'autres choses. Donc ça me paraissait important de faire ces deux points-là, sur l'attention et la discipline. Maintenant, en ce qui concerne la valorisation, qui pour moi va être un principe fondamental. On a vu un petit peu les enjeux, le contexte, on se rend compte du coup que tout ce que j'ai mis en avant, l'enfant joue, l'enfant doit être passionné, voilà, il faut créer tout un tas de contextes pour qu'il se sente bien à travers ma communication, à travers ce que je lui ai proposé, pour ensuite, dans les fondamentaux, on va avoir 2 points essentiels pour moi, c'est valoriser et questionner. Donc l'idée de valoriser et booster le potentiel de tout un chacun, c'est vraiment une croyance très profonde que j'ai quand il sort de l'école de rugby. D'accord, je pense qu'on peut exploiter le potentiel au maximum de chaque joueur pour aller vers une excellence inclusive, comme on le voit ici. Ok. Un changement de perspective, un changement d'état d'esprit, l'excellence versus la performance. Pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire que la performance, pour moi, c'est un résultat donné, d'accord, à travers un paramètre avec une comparaison. Je fais un 100 mètres en 10 secondes, je vous fais un 100 mètres en 18 secondes. Mais en 10 secondes, c'est vraiment exceptionnel. En 15 secondes, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel du tout. Donc ça, c'est une performance. Par contre, l'excellence, c'est je fais le 100 mètres en 15 secondes et 4 mois après, je fais le 100 mètres en 13 secondes. Ça, c'est de l'excellence. Là, on va vers de l'excellence. C'est-à-dire que j'améliore mon potentiel. Ok? Donc là, quelques mots clés ici. On va plus parler d'équité que d'égalité. Que chacun donne le meilleur. Ok, on va plus parler de challenge, de défi,
Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai construit mes situations d'apprentissage. Meilleur qu'hier au lieu de meilleur que l'autre. La pédagogie, on va voir qu'il peut y avoir l'apprentissage collaboratif, en pleine conscience, on verra ça plutôt dans les stratégies d'apprentissage. Et enfin la posture pédagogique par rapport au leadership capacitant, que ça aussi on verra un petit peu plus tard. Là aussi une vidéo quand même assez remarquable que je vais lancer assez rapidement, vous pouvez la revoir plus tard. Donc voilà, ce petit garçon, certainement que vous l'avez vu, elle est quand même assez connue. Petit garçon, voilà, qui essaye de gravir, là vous voyez, il est vraiment pas capable du tout. Là on le voit, il essaye, je sais pas s'il y aura le son. Non, il n'y aura pas le son, mais vous aurez le son, ça va être assez exceptionnel. Là il essaye, donc c'est très compliqué, et là du coup ce qui va se passer, c'est que tous ses copains qui sont autour vont venir, ils vont crier, ils vont l'encourager, ça crie, ça l'encourage, on fait une ronde autour de lui. Et là, moment magique, ce qui fait que tout simplement, juste après, bam! Voilà, comme quoi le pouvoir des mots, le pouvoir de la communication, le pouvoir de l'animation, le pouvoir de la valorisation va pouvoir permettre au joueur d'atteindre son plein potentiel. Hop là. Suivant. Non, là, je suis revenu en arrière. Hop là. Allez, un petit mot sur tout ce qui va être du coup, de toute façon on parle de climat d'apprentissage aussi, d'environnement positif. Ok, là on le voit à travers le circuit des pensées, sur les émotions, les énergies. Alors tout ça aujourd'hui, encore une fois, c'est prouvé scientifiquement. C'est plus quelque chose que on se dit, texte, éventuellement, c'est vrai que si on a le positif, c'est mieux que le négatif. Voilà. Là aujourd'hui, il y a des choses qui sont vraiment prouvées. Moi, à force de lire, de rechercher toutes ces choses-là, je suis de plus en plus convaincu et ça me passionne d'aller dans ces recherches-là. Ok. Donc l'échelle émotionnelle, d'un côté ascendant et de l'autre côté descendant, et souvent, si on prend du recul, moi qui prends beaucoup de recul maintenant en observant les éducateurs, ben on va très vite être dans cette spirale-là. Et forcément, l'enfant, l'équipe, va aller dans cette spirale-là aussi. Ok, donc nous, notre objectif en tant qu'éducateur, c'est d'arriver à faire monter le joueur et notre équipe, bien sûr, ici. Satisfaction, espoir, optimisme, croyance, enthousiasme, passion et la joie. Et ça, nous déjà, on doit le mettre. Vous savez, quand il y a un éducateur qui dit souvent « plaquez aux gens, ne faites pas tomber les ballons, allez, ne reculez pas, jouez en équipe, mais non, je suis pas content de vous, c'est quoi ça, on fait trop de fautes ». Mais du coup, on est un petit peu là, de la déception, de l'inquiétude, du décourage, du blâme. « Mais non, mais c'est pas possible, allez, tu sors ». Voilà, de la colère, et l'arbitrage, et pourquoi l'arbitrage, ça fait de la jalousie, de l'aine, voilà, on crée aussi de la frustration, bon allez tu sors, mais tu vas pas jouer à ce poste-là, non ne faites pas de passe, non n'allez pas gratter les ballons, interdiction de jouer au pied, voilà, donc pour moi tout ça, on amène le joueur vers cette spirale-là. Et du coup l'idée, nous, ça va être complètement là-dessus. Ok, donc aujourd'hui, encore une fois, on voit les enjeux, on voit les fondamentaux, et après on verra au fur et à mesure de la formation quelles ressources on peut avoir derrière. Ah, dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement. On va voir quelque chose déjà, là aussi, de fondamental. C'est une sorte de biais cognitif, ou qu'on pourrait appeler aussi d'étiquetage, ok, par rapport à comment on va considérer le joueur. Il y a l'effet Pygmalion qui existe. Ok, l'effet Pygmalion, c'est quoi? Je vais plutôt vous raconter un petit peu l'étude. Ok, c'est écrit en vert. Début d'année scolaire, ces deux chercheurs ont fait un test de performance aux élèves qui ont donné des résultats aux professeurs sous la forme d'une liste d'élèves identifiés comme précoces. Cette liste était en réalité constituée de manière arbitraire, avec des élèves de tout niveau et tout résultat des tests. Ok. Donc en fait, ils ont fait croire qu'ils avaient fait des tests et qu'il y avait des enfants qui étaient précoces, c'est-à-dire qui étaient en avance, c'était des prodiges, quoi. Ils ont fait faire croire ça aux enseignants et aux élèves. Alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas, c'était vraiment pris au hasard. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fin d'année, tous les élèves qui étaient annoncés comme précoces, ils avaient fait des progrès significatifs comparés aux autres. Qu'ils aient eu pourtant un résultat bon, mauvais ou moyen au test initial. Puisqu'en fait, ils ont fait le test, ils n'ont pas pris en compte en fait les résultats du test. C'est une supercherie. Voilà. Mais en fait, comme les enseignants croyaient vraiment que c'était des génies, et que les élèves aussi croyaient que c'était des génies, mais forcément, derrière, ça a donné des augmentations significatives. Donc, ce qui veut dire que moi, quand je lis cet effet Pygmalion, lui, c'est quand même assez phénoménal. Nous, quand on est déjà en train de se dire chez les petits, mais lui, il est bon, lui, il est pas bon, et tout ça, mais déjà, inconsciemment, et je vous le dis bien, des fois, on le fait consciemment, bien sûr, mais il y a une grosse part d'inconscient aussi,
mais du coup, on va quand même traiter un tout petit peu différemment cet élève-là. Et même lui, il va moins croire en ses capacités ou plus croire en ses capacités. Ce qui fait qu'il va avoir l'effet Pygmalion qui va progresser, ou au contraire l'effet Golem, ça va le faire régresser. D'où la phrase de Marcel Pagnol. Et voilà un petit schéma, l'effet Pygmalion, où on appelle ça aussi prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire ce que l'on croit le plus souvent devient réalité. Voilà. Donc nos actions envers les autres ont un effet sur les croyances des autres et sur nous, sur l'image qu'on renvoie. Ce qui fait que plus on va renvoyer cette image-là vers les autres, plus ça va renforcer les croyances des autres et qui vont renforcer nos propres croyances à nous. Ok. Donc ce qui veut dire que nous, en tant qu'éducateurs, on doit être un degré juste au-dessus. Ok. Faut pas non plus... Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus trop surestimer ou donner... il faut qu'on y croit aussi. Voilà. Un joueur qui est vraiment très bas, en fait, on va pas l'emmener très haut, ok. Pour moi, il faut vraiment être l'échelon au-dessus. Je pense, c'est d'après mes expériences, ok. C'est comme il y a l'histoire, je crois que c'est avec celui qui a inventé la lampe électrique, ok. C'est ah, ça y est, je vais manger son nom. Edison, voilà. Et en fait, Edison, sa mère, elle recevait des lettres, ok, comme quoi son enfant à l'école, ça allait pas, que c'était compliqué et tout ça. Et en fait, elle n'a jamais montré ces lettres-là à son fils. Jusqu'au moment où en fait il y a une lettre, c'était trop tard. Elle disait qu'en gros, ben voilà, il peut plus. Nous on a une école de haut standing. Edison, on n'en veut plus. C'était Thomas Edison. On n'en veut plus. Il est trop nul. Je fais un raccourci. Voilà. Donc du coup, ben, il est viré. Et elle en fait, elle le dit pas à son fils. Sauf que son fils, il dit maman, mais je vais plus à l'école. Non, non, écoute, on va te changer d'école, d'accord. Mais pourquoi? Ben en fait, tu vas changer d'école parce que tout simplement, les enseignants disent que t'es un génie, t'as des grosses capacités et que du coup, il vaut mieux que t'ailles dans une autre école pour apprendre plus vite et mieux. Voilà en gros le raccourci de l'histoire. Et en fait, il faut savoir qu'après Thomas Edison, donc c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique, donc c'est considéré comme un génie. Et surtout, après plus tard, il a relu, il a retrouvé les lettres comme ça de chez lui, quoi, et voilà. Donc c'était assez anecdotique. On peut la retrouver aussi sur internet, cette anecdote, cet exemple-là. Voilà. Donc ce qui veut dire que très concrètement, pour vous donner quand même deux trois outils de ce qu'on vient de voir là, pour que ce soit applicable là directement sur le terrain. Mais ça veut dire que nous, dans nos séances, dans la manière dont on va être animé, il va être très important de valoriser les joueurs. Et là, je vous ai mis quelques types de phrases de manière générale, très courte. J'adore ça. Génial. Bonne idée. Bien joué. Super. Tu es vraiment doué. Tu m'épates. Alors j'ai mis quelques-unes des phrases. Après, je pense qu'on peut pousser la recherche un petit peu plus loin. L'idée pour moi, c'est d'avoir quand même un vocabulaire quand même aussi assez varié. Ok. Que les enfants ne se disent pas, ils disent toujours la même chose et tout ça. Ok. Il y a des mots quand même qui sont assez forts. Tu m'épates. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, le génial. Souvent, on a tendance à dire, enfin moi le premier, c'est ouais, ok. Ouais, bien. Ouais, super. Et voilà. Et on se limite un peu à ces mots-là. Moi, je pense que le fait d'écrire ça, il peut y avoir un moyen de diversifier, d'aller un petit peu plus loin. Et je pense que les enfants vont le ressentir d'autant plus mieux. Ok. Ici, un peu plus en raccord avec le rugby qui va aller un petit peu plus loin, tu as montré une détermination incroyable sur le terrain aujourd'hui. Continue comme ça. Voilà, ça pour moi, c'est des petits feedbacks qu'on peut donner aux joueurs en fin de séance ou à la fin d'une situation. Je suis impressionné par ta persévérance à améliorer tes passes, tes plaquages. Ça paiera, continue. Voilà, même un enfant en fait qui n'arrive pas forcément à plaquer, mais on peut déjà l'encourager par rapport au fait qu'il persévère. Ok. Travail d'équipe, ton soutien vers tes coéquipiers sont remarquables. Voilà, là aussi ce mot il est fort. Et mettre bien en lien, c'est essentiel dans ce sport. Ok. Tu t'entraînes dur, ça se voit. Donc des fois même le joueur qui n'y arrive pas, mais nous on constate quand même qu'il persévère, hein, qu'il s'entraîne. Hein. Voilà. Et là il y a une petite vidéo aussi qui est assez intéressante avec ce joueur-là qui va être en difficulté. Donc peut-être que vous l'avez vu vous aussi. Écoute-moi, fais-moi confiance, regarde-moi, je suis le gamin le plus petit ici. Ce qui compte, c'est pas que tu sois petit ou jeune, grand ou gros. Mais pour regarder la vidéo avec l'audio, l'audio est quand même très très fort. Enfin, la voix du petit, elle est quand même assez impressionnante, quoi. Comment il arrive à stimuler son coéquipier. Absolument phénoménal. Avec le petit câlin, ça fait du bien d'avoir des câlins. Donc voilà. Donc voilà pour cette partie valorisation. Et maintenant, on va terminer avec la partie questionnement. Hop.
La questionologie, donc pour moi, c'est questionner pour améliorer le comportement des joueurs. Donc on a vu valoriser pour renforcer le comportement des joueurs. Maintenant, il y a des comportements qu'on observe, qui sont limitants pour le joueur. Et l'idée, ça va être de voir comment nous, on peut intervenir pour, comme le disait Socrate ici, faire accoucher le joueur de la réponse. Ok, c'est pour ça qu'on appelle ça la maïotique, parce que les maïotiques, je crois que c'était les personnes qui faisaient accoucher à l'époque les femmes. Voilà. C'est ce qui remplaçait avant les sages-femmes. Voilà. Donc l'idée, c'est d'amener l'interlocuteur à découvrir lui-même la vérité, ce qui serait un processus d'autant plus puissant pour que les joueurs retiennent et prennent la décision, comme on le voit ici, par eux-mêmes. Donc la questionologie, qui rejoint la maïotique, ok, l'art de se poser les bonnes questions pour améliorer la communication, la réflexion et la compréhension. Donc c'est une personne française qui a développé ça. L'impact des questions, donc sur la pensée, la résolution de problèmes. Après, on va voir que la question, je vous laisserai regarder cette introduction-là, vous allez voir que finalement, poser des questions, c'est pas forcément évident. Parce que des fois, il y a des questions qui vont plutôt mettre, sur le reculoir, le joueur. Ok, des questions, des fois, où vous savez qu'ils sont... Il va se méfier, quoi. Il va se dire, voilà, mais pourquoi il me pose ça? J'ai fait une connerie, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ou des questions, des fois, qui vont être un peu trop fermées, ce qui fait que le joueur, il va dire oui. Et oui, pour nous faire plaisir. Voilà. Ou au contraire, il va pas répondre, ou dire non, pour se braquer ou parce que c'est un rebelle, quoi. Donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, plusieurs choses. On va aller un petit peu plus loin dans la définition. Et après, je vous donnerai quelques phrases pour terminer. On reconnaît un homme intelligent ou un joueur intelligent par la qualité de ses réponses. Et on va suivre un leader ou un entraîneur par la qualité de ses questions, du coup. Ok, déjà, moi, par mes questions, je peux mettre en avant le joueur ou pas. Donc Socrate disait bien, les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent de même les bonnes réponses. Pour ça que souvent, maintenant, moi, je me pose toujours la question, ok, je pose des questions, ils n'arrivent pas à trouver la réponse, c'est pas eux qui sont bêtes. C'est peut-être moi qui n'arrive pas à bien me faire comprendre et à poser la bonne question. Là, il y a un TEDx, un peu plus long d'une quinzaine de minutes, c'est pas obligatoire, mais pour ceux qui veulent exploiter la questionologie, je vous invite vraiment à la découvrir, c'est plutôt pertinent. La questionologie, pour moi, enfin, il n'y a pas que pour moi, hein, mais je trouve que ça a du sens de la raccrocher avec l'écoute active. Ok, donc l'écoute active, on le voit ici, notamment ce qui va nous intéresser ici, mais poser des questions ouvertes. Alors, je ne cache pas qu'avec les enfants, effectivement, les questions ouvertes vont être beaucoup plus intéressantes. Ok, et puis les questions, souvent, il va y avoir un choix. Parce que plus ils sont petits, moins ils ont d'expérience, et plus pour eux, quand même, ça va être compliqué de découvrir les choses quand même un petit peu par eux-mêmes. Donc des fois, ça peut être bien d'utiliser... est-ce qu'il faut avancer vers une dent de but, ou est-ce qu'il faut avancer vers la touche? Vous voyez un petit peu ce genre de questions. Ok. Ce qui va être important, c'est d'écouter surtout les réponses, parce que des fois, on pose des questions et après, on passe à autre chose. Ok. Et donner surtout des signes d'écoute, c'est-à-dire montrez-nous avec notre corps qu'on est à l'écoute. Ok. Ce qui va être intéressant, pourquoi pas, c'est de reformuler ou que lui répète ce qu'il a dit ici, d'accord? Ok, tu peux me répéter si jamais il y a des choses qui sont pas claires. Reformuler ce que pense et ressent l'enfant, ça aussi ça peut être intéressant. L'esprit de synthèse, parce qu'ils n'ont pas forcément d'esprit de synthèse. Ok, donc voilà, donc tout ça, ça va être des choses assez intéressantes à appliquer. Après, on le verra au fur et à mesure de la formation, et puis ça sera sur du pratico-pratique, hein, bien entendu, parce que la théorie, bon voilà, la théorie, on ne peut pas tout forcément expliquer. Après, il faut les cas concrets. De se dire, bah, effectivement, bah, après j'ai 20 enfants, comment je fais pour faire l'écoute active avec 20 enfants? Parce que ça peut prendre un petit peu de temps. On verra qu'il va y avoir différentes astuces. Allez, des petites phrases clés comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Que ressens-tu? Quel est ton but? Peux-tu me raconter comment faire différemment? Voilà, tout un tas de... Qu'as-tu appris de cet échec? Tout un tas de questions. Alors pour moi, ça c'est des questions, comment dire, c'est un début de questions. Et après, il faudra le mettre en relation avec la situation que vit le joueur. Ok? Voilà, on a proposé une situation de passe. Qu'as-tu appris de tes différents échecs? Voilà, j'ai constaté, on a fait 10 passages, et par 7 fois, tu as été mis en échec. Ok, c'est intéressant, mais l'échec reste une information, tout comme la réussite. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Donc du coup, qu'as-tu appris de cet échec pour pouvoir mieux t'améliorer? Ok. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on va pas masquer. L'idée, encore une fois, parce que des fois, c'est mal compris le positif, on a l'impression qu'il faut masquer les erreurs et qu'on ne doit plus parler des erreurs. Non. Par contre, l'idée, c'est d'amener les enfants à gérer ça et à voir, lui, qu'est-ce qu'il a appris par rapport à ça. Oui. Donc voilà. Peux-tu me raconter donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est des fois, il va y avoir les 2 contre 1 à jouer, 3 contre 1. L'enfant ne l'a pas vu. Ok.
Peux-tu me raconter la situation? Au lieu de dire, ah, t'as pas vu le 2 contre 1, là, c'est pas normal. Non. Peux-tu me raconter la situation? C'est quoi la situation? Et lui, ça se trouve, il va peut-être nous dire, oui, mais j'avais le ballon, et puis du coup, il y avait 2 défenseurs face à moi, et du coup, je savais pas quoi faire. Ok, tu as vu tes coéquipiers? Non. Je dis, bon, il y avait combien d'attaquants? Il y avait moi. Ok, mais ça se trouve, il a même pas vu qu'il y avait ses coéquipiers. Ok, donc maintenant, on va dans le processus de qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai le ballon et que j'arrive face à une défense. Et peut-être qu'il faut lever la tête ou prendre des informations. Et peut-être que ses coéquipiers n'ont pas appelé non plus. Ok, donc voilà un petit peu l'idée que je souhaitais vous amener aujourd'hui. Donc le document s'arrête là. Je vais vous le partager. Bien sûr, vous allez voir dans le document, il y a d'autres réflexions derrière, mais qu'on verra par la suite, que j'ai pas encore bien détaillé. Voilà pour ce document-là, et je vais intégrer au fur et à mesure les petits défis que vous retrouverez dans le document aussi, qui seront réalisés pour valider bien sûr la formation.